Si en levant les yeux au ciel, il vous arrive de vous sentir petit, écrasé par le poids de l'immensité, alors dites-vous qu'il existe, là, à proximité, un monde qui fait de vous de véritables géants. Il est ici, à portée de main. On pourrait presque le toucher du doigt. Et c'est dans cet univers de l'infiniment petit, inaccessible à nos yeux et pourtant tout aussi vaste et mystérieux que l'immensité des cieux, que nous allons plonger maintenant, en commençant par nous réduire d'un facteur 100. À cette échelle, nous pouvons maintenant scruter en détail une abeille, ici recouverte de petits tas de pollen, et à proximité de laquelle se trouve un flocon de neige, ainsi qu'un grain de sel. Pour assaisonner nos plats, nous en utilisons des centaines, et chacun d'entre eux est de 2 à 5 fois plus imposant qu'un acarien typique de ceux que l'on peut retrouver par milliers dans nos couvertures, nos oreillers. Les plus grands d'entre eux sont à la limite de ce qu'un humain, doté d'un œil aiguisé, est capable de percevoir. Et cela n'a rien à voir, mais c'est aussi à peu de choses près l'épaisseur de votre cornée. Et nous voici maintenant au niveau d'un ovule humain, dont la largeur est de l'ordre de celle d'un cheveu coupé en tranches, ou d'une cellule végétale. Aux échelles auxquelles nous sommes maintenant, l'on peut croiser des paramécies et des euglènes. Pour que nous puissions percevoir distinctement à l'œil nu un organisme de ce type sans l'assistance de microscope, il nous faudrait agrandir la goutte dans laquelle il se promène jusqu'à lui donner un diamètre d'une dizaine de mètres. À ce stade, nous approchons à présent les dimensions des plus grandes des cellules animales, mais aussi des grains de pollen que nous avions vus agglomérés par centaines, par milliers sur les pattes de notre abeille. Et nous voici face à des globules blancs qui assurent nos défenses immunitaires, ici comparés en taille aux globules rouges, et à la tête d'un spermatozoïde, qui est elle 2 fois plus petite que les gouttelettes microscopiques qui constituent les nuages et à partir desquels se forment et s'assemblent des millions de cristaux de glace qui, en s'agrégeant, donnent nos flocons de neige. Et pour être à la hauteur du sujet, il va nous falloir continuer à plonger, en nous réduisant encore d'un facteur 10, pour découvrir ce dont se nourrissent les paramécies. Nous voici maintenant face à une petite bactérie, ici de la taille d'un micromètre. Pour ces organismes vivants, une cellule animale typique est en taille aussi imposante que ne l'est pour nous un grand building, dont la plupart des constituants sont bien plus imposants qu'elle. Mais à trop nous enfoncer dans le minuscule, on en perdrait presque la démesure. Et pour en prendre la mesure, pour tenter de toucher du doigt les dimensions auxquelles nous sommes maintenant, il faut imaginer que serrées les unes contre les autres, des bactéries comme celle-ci, on pourrait en faire tenir, sans les superposer, 100 millions sur la surface d'un nombre. Quant à mon index, il serait pour elle ce qu'est pour moi une paroi de quelques 50 km. Dès lors, mon avant-bras devient un petit pays, lorsque l'on se retrouve à la taille d'une bactérie. Pour vous rendre de là à marche forcée, avec de telles dimensions, vous prendriez près de 2 semaines à progresser dans des reliefs marqués, à zigzaguer entre des poils baobabs et des crevasses dignes d'imposants canyons. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est peut-être que le plus petit de ces organismes reste de 2 à 50 fois plus imposant qu'un virus. Pour celui-ci, une mitochondrie est en taille ce qu'est pour vous un porte-container. Et des mitochondries comme celle-ci, on en compte un petit millier dans chaque cellule humaine. Pourtant, même les plus petits de ces virus restent près de 10 fois plus larges qu'une double hélice d'ADN. Dans la distance qui sépare ces 2 brins, l'on pourrait aligner 10 molécules d'eau. Pour atteindre l'épaisseur d'un cheveu, il faudrait en ajouter encore quelques 500 000. Une molécule d'eau, en gros, c'est très petit. Si petit que nous sommes, nous, humains, en termes de taille, plus proches d'un objet comme le Soleil que d'une de ces molécules, et ce d'un facteur 10. Dans un verre de 30 centilitres, on en compte quelque chose comme 10 millions de milliards de milliards. Mais il existe des choses encore plus petites, car en zoomant sur ces constituants, nous arrivons aux échelles de l'atome. Et à partir de là, notre voyage va prendre une toute autre tournure. En franchissant cette frontière symbolique, de l'ordre du 10e de nanomètre, nous allons commencer à plonger dans une forme d'incrédulité. Nous voilà rentrés dans le bestiaire halluciné des particules qui constituent les atomes. Vous qui entrez ici, laissez derrière vous le bon sens et abandonnez toute espérance. De représenter les choses avec justesse, car les particules subatomiques n'ont de cesse d'avoir un comportement qui dépasse ce que nous pouvons visuellement représenter. Et afin d'éviter de faire fondre le cerveau de ceux qui s'aventurent ici pour la première fois, disons que l'on y trouve un noyau central autour duquel tournent des électrons. Mais la nature et le comportement de ces derniers ne correspondent en rien au type de mouvement auquel le monde qui nous entoure nous a habitués. Dans l'infiniment petit, à trop vouloir être visuel, on risque de tomber de haut. Rien de ce que nous vous montrons ne ressemble à un atome.
Ces électrons ne sont pas réellement en rotation, bien qu'on puisse dire que même au calme, ils se déplacent à quelques 2100 km par seconde autour de leur noyau, effectuant une moyenne de ce nombre de tours par seconde. Pour être au plus près de la réalité de ces particules excitées, il faut accepter d'y perdre pied, de ne plus savoir sur lequel danser. Car les électrons sont aussi des paquets d'ondes, des particules non ponctuelles, sans dimension, dont on ne peut connaître à la fois la vitesse et la position. Pour rendre compte de ce qu'ils sont vraiment, il nous faudrait parler de probabilité de présence, en tentant de représenter l'ensemble des régions où on a le plus de chances de les trouver. Et en continuant à plonger dans cet environnement étrange où les événements se déroulent en des laps de temps qui font d'une nanoseconde une éternité, nous approchons maintenant du centre, le noyau, où l'on retrouve des protons et des neutrons. Cet ensemble-là est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Pour le dire autrement, les différences de taille entre un atome et les éléments qui le constituent sont de l'ordre de celles qui séparent les dimensions d'un petit virus d'une cellule, d'une abeille, d'un building. Si vous augmentiez la taille des constituants d'un noyau à 1 mètre de diamètre, alors, toute proportion gardée, les électrons fileraient à quelques 100 km de là. Et vous pourriez vous paumer, tellement c'est immense. Car ici se trouve pratiquement toute la masse de l'atome, dans ce cœur formidablement dense. Si dans un volume de la taille d'un dé, l'on s'amusait à combler les 99,999999999% de vide en y ajoutant des noyaux au point de remplir tout l'espace disponible, on se retrouverait avec un dé pesant 200 millions de tonnes. Bref, le noyau envoie du lourd, à la puissance. Ces trucs-là, les atomes, constituent toutes les choses matérielles que l'on connaît, et ce dans des quantités qu'on ne peut absolument pas se représenter. Prenez une boule de bowling et imaginez une seconde. Merci. Que les atomes qui s'y trouvent soient ramenés à la taille, disons, d'une bille. Alors, toute proportion gardée, la boule de bowling se retrouverait, elle, à avoir la taille de la Terre. Si vous vous amusiez à extraire à la pince à épiler tous les atomes qui vous constituent, vous récupéreriez quelque chose comme 7 fois 10 puissance 27 atomes. On pense qu'il y a entre 100 et 10 000 fois plus de ces trucs dans un humain que d'étoiles dans l'univers observable. Une autre façon de mettre leur quantité déraisonnable en perspective est de se rappeler que le nombre de cellules dans votre corps est du même ordre de grandeur que le nombre d'atomes dans l'une de ces cellules. Bref, ces petites choses sont le dépaysement d'à côté. Ce sont les petites briques qui composent toutes les grandes. Mais ces briques sont elles aussi immenses, comparées à ce qui nous attend peut-être encore. Car si on a longtemps pensé les atomes comme des briques ultimes, on a découvert par la suite qu'ils contenaient des électrons et un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Des éléments qui sont en quelque sorte encore plus inaccessibles qu'un voyage sur la Lune. Car il nous a fallu plus de temps pour passer de l'électron au quark, au moyen de nos accélérateurs de particules, qu'il ne s'en est déroulé entre l'invention des premières fusées et les premiers pas d'un humain sur notre satellite. Et tout ça pour nous rendre de là à là. Aux échelles auxquelles nous sommes maintenant, la taille d'un humain est 100 fois plus imposante pour un quark que ne l'est la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche du Soleil, pour nous. Mais même aussi près, ou plutôt loin, dans l'infiniment petit, avons-nous pour autant atteint là une limite? Existe-t-il un moment où plus aucune porte ne s'ouvre, où l'on finit par buter sur une brique ultime, indivisible? Ou peut-on plonger à l'infini, comme dans un jeu de poupées russes sans fin? Eh bien, on ne sait pas vraiment, et c'est pourquoi nous allons arrêter là notre plongée en la continuant. Car nous n'avons en réalité fait, depuis notre taille d'origine, qu'un tiers du chemin en direction des particules hypothétiques les plus petites dont certains physiciens soupçonnent l'existence. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux dans cette histoire, car aussi petits que nous soyons maintenant, nous sommes peut-être encore très loin du bout, pour peu qu'il y en ait un. Celui-ci se situe actuellement et théoriquement ici, au niveau de la longueur dite de Planck. Cette longueur est si petite que nous sommes, proportionnellement parlant, 1 million de fois plus près, en termes de taille, de la chose la plus grande que l'on retrouve dans l'univers, c'est-à-dire l'univers observable lui-même, que du plus petit découpage que la physique théorique actuelle n'autorise. Et ça, c'est quand même énorme.